Yes! C'est fabuleux! Thomas Lavey. Les Grecs. Swing, le podcast de l'équipe et Journal du Golf. Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr. Au programme de ce podcast, évidemment le Masters, le premier podcast de cette semaine consacré au tournoi géorgien. Et avec moi pour animer cette émission, le seul, l'unique Benjamin Cadieux. Bonjour Benjamin. Salut Arnaud. Enfin pas tout à fait seul puisque nous avons avec nous notre envoyé spécial à Augusta, Martin Coulon. Bonjour Martin. Salut tout le monde et pas tout à fait unique non plus, je précise. Martin, mardi il pleuvait à Augusta, mercredi on en est où à Augusta d'un point de vue météorologique? Commençons par la météo, c'est vrai que c'est vachement important. T'as raison, mais t'as raison de le préciser Arnaud, parce que aujourd'hui il fait grand et beau soleil. Le soleil géorgien qui tabasse bien et qui va bien sécher ce parcours qui s'est pris des seaux d'eau dans la figure depuis le week-end dernier, depuis on va dire dimanche soir, toute la journée de lundi et une bonne partie de la journée de mardi, jusqu'à carrément fermer les portes d'Augusta pour les joueurs et pour les spectateurs lundi à partir de 15h jusqu'à toute la fin de journée, et une nouvelle fois mardi en milieu de journée pendant 1h30, 2h quasiment aussi. Donc ouais, il y a enfin du soleil, et enfin on va avoir une semaine un peu plus sèche parce que le parcours était vraiment détrempé. Moi j'ai fait quelques trous hier, forcément c'est un peu le pèlerinage, pardon. Vous avez joué quelques trous, vous avez encore joué Augusta? Bien, bah, évidemment, tu crois quoi, j'ai mes entrées. Non, j'ai malheureusement pas tapé de baballe ici, mais j'ai foulé la terre sainte une nouvelle fois, et la gadoue sainte m'a sali mes belles chaussures, donc c'était chouette. Est-ce que le système sub-air system, là, la ventilation des greens qui a été installée sous les greens il y a quelques années, elle tourne à plein régime pour sécher tout ça? Ah, mais pas à plein régime. ça, j'ai envie de dire, ça suce dans tous les sens. Mais c'est vraiment le cas. On sent il y a de l'air qui passe, qui est aspiré dans tous les coins. On sent que les ventilos sont mais au taquet, au surtaquet, autour des fairways, évidemment autour des greens. Et il y a quand même carrément des pompes qui étaient là, des pompes supplémentaires qui étaient disséminées à peu près partout sur le parcours pour pomper et drainer le maximum d'eau vers les grands pins qui eux adorent la flotte et s'en délecteront assez rapidement. Mais ouais, c'était un peu opération plan hors sec, gravissime gravissime non, mais peut-être pas, mais depuis lundi ça y va à bloc, quoi. Martin, pour terminer sur cette météo, on a annoncé encore de la pluie dimanche. Est-ce que cette fois c'est fini? On va avoir un tournoi sur 4 tours Normalement, il y a peut-être dimanche qui est encore un poil incertain, mais bon, a priori, le tournoi devrait se dérouler dans des conditions normales. Il n'y a pas a priori, au moment où je vous parle, on est mercredi, donc on est mercredi matin ici à Augusta. Il n'y a pas de crainte de voir le tournoi se terminer le lundi ou quoi que ce soit. Donc normalement, tout devrait aller. Martin, on sait que cette édition, enfin c'est pas cette édition qui est particulière, mais la semaine dernière, il y a eu un tournoi féminin amateur. Est-ce que depuis dimanche, depuis que c'est terminé, est-ce que c'est complètement oublié, ou est-ce qu'on en parle encore un tout petit peu? Est-ce que l'ambiance est un petit peu différente cette année, ou non, on oublie complètement le Masters, la grande semaine du Masters a démarré et on oublie tout le reste? Bon, c'est pas qu'on l'a oublié, c'est que c'est fini. donc voilà, ça s'est passé, et plutôt bien passé. J'ai eu des échos de confrères allemands qui ont couvert ce premier Women's Amateur ici à Augusta, et qui m'ont confirmé que c'était un beau succès, de spectateurs. Il y avait du monde, il y avait de l'ambiance, il y a eu du jeu, et du beau jeu même de la part des joueuses qui s'étaient entre guillemets qualifiées jusqu'au bout et jusqu'à jouer Augusta, et il y a eu une belle vainqueur qui était la numéro 1 mondiale. Donc le truc était respecté, et c'est un joli symbole et un joli signe de quelque part de l'ouverture encore un peu grandissante d'Augusta vers le golf amateur, et surtout vers le golf amateur féminin. Donc je pense pas que c'était le sujet absolu de la semaine, mais ça s'est bien passé. En tout cas, ça a cartonné niveau audience, ça a été retransmis sur notamment les chaînes de golf spécialisées. Ils ont fait leur meilleur score pour du golf amateur, même depuis une dizaine d'années, même devant
le golf universitaire qui a d'habitude fait des très bons chiffres. Donc c'est. Ouais, ça veut tout dire. Et je pense que c'est vachement important ce que tu viens de souligner, Ben, parce que voilà, on a toujours souvent tendance à dire le golf féminin et en plus amateur, ça n'intéresse personne. Désolé pour, on est en direct, hein. C'est la folie ici. Ouais, c'est Voilà, pas grave. donc on va Ouais. demander à Jeff Walters de venir par ici quand même. Donc ouais, je disais, c'est ultra important de se rendre compte en fait que bah évidemment quand on met les moyens sur un beau tournoi féminin amateur et encore plus évidemment ici à Augusta, bah évidemment que ça intéresse, évidemment que les gens ont envie de regarder parce que bah c'est Augusta, il y a un joli théâtre et en plus il y a du beau jeu avec des super joueuses et des super scores. Enfin je veux dire, la numéro 1 mondiale qui a gagné, elle fait 65, elle fait -5 ici à Augusta alors que c'était quasiment sa deuxième ou troisième fois qu'elle y allait. Ça veut dire que voilà, ça joue au golf, c'est bien, c'est top. Martin, place au Masters donc, et vous avez marché le parcours. Est-ce que vous avez été voir quasiment la seule nouveauté ou la seule nouveauté de l'année, ce trou numéro 5 rallongé? Est-ce que vous l'avez vu, ce trou qui était déjà affreux, me semble-t-il, et qui maintenant va devenir bestial? Évidemment. J'ai couru jusqu'à là-bas parce que d'une part parce Ah non, que on j'avais court fait un pas, papier dans Augusta. le dernier journal du golf. Et non, évidemment, on court pas, sinon on se fait sortir, Arnaud. Enfin, c'est la base. Non seulement parce que j'avais fait un truc là-dessus et que je m'y étais intéressé depuis quelques temps, et surtout parce que je voulais voir si les craintes qu'on avait de voir le green un petit peu modifié étaient fondées ou pas. A priori, le green a été un tout petit peu modifié, un tout petit peu retravaillé, mais c'est surtout évidemment ce nouveau départ. Et alors, ce qui est complètement hallucinant, c'est comme d'habitude à Augusta, on a toujours l'impression que les gros changements en fait, il n'y a jamais eu de changement. C'est comme si ce départ-là était là depuis 100 ans. Il y a des arbres gigantesques dans ce coin-là. Tout a été retravaillé fantastique. Tout est intégré de façon idyllique, idéale. Et Il y a eu 50 mètres, beau. Enfin, 50 mètres de plus, c'est ça, 40 mètres 40 yards de plus, ouais. 40 yards de plus. Les bunkers de fairway ont été eux aussi reculés de 40 yards. Et franchement, ça se voit à peine, ça se voit pas. Enfin, c'est du travail d'orfèvre comme d'habitude à Augusta, et en plus ça rend le trou évidemment déjà qu'il était monstrueux. Ça le rend vraiment monstrueux. Ça va être un des par 4 les plus difficiles, si ce n'est presque le plus difficile du parcours après le 11. Ça risque d'être sanglant dans ce coin-là du parcours, quoi. Allez, on a parlé du parcours, on va parler de ceux qui vont le fouler, commencer par le favori numéro 1, le favori de Benjamin Cadieux dans le dernier numéro de Journal du Golf, et le favori des bookmakers, Rory McIlroy. Martin, détendu comme jamais. Alors détendu comme jamais. Je sais pas si c'est détendu, c'est serein. C'est pas forcément une détente genre ouais tout est cool, tout va bien machin. C'est vraiment une autre approche, et je suis en train de travailler sur un papier que j'aurai le plaisir de vous montrer sur l'équipe.fr, et peut-être que le podcast sera publié après le papier, mais je travaille vraiment sur ça et sur ce côté. C'est pas un hasard si depuis le début de cette année 2019, Rory enchaîne les très très bons résultats, parce qu'il a une nouvelle façon, une nouvelle approche, mais même pas forcément que de son jeu, il a une nouvelle approche globale de sa vie en fait. Voilà, et il se rend compte que voilà, ça c'est évidemment qu'il a envie de gagner le Masters, c'est évidemment qu'il sait que c'est la dernière marche avant son grand chelem en carrière. Évidemment que la pression elle est gigantesque, mais il essaie de la bloquer, ou du moins de la diluer, en se disant en fait voilà, il faut que je travaille pour mes 20 années qui restent dans ma carrière, et c'est pas sur une semaine que je dois me concentrer, c'est sur un processus global et sur une approche vraiment globale de ça. Et il y a un vrai plus qui l'aide et qui l'a vraiment aidé pour sa victoire au Players, il s'est mis à la méditation. Oui, donc une sorte de zénitude affichée, et qui est même pas affichée. Ouais, il lit des bouquins de coaching personnel. Il s'est mis au coaching, à l'auto-coaching, et il a lu beaucoup de bouquins c'est très à la mode, je crois, aux États-Unis et dans d'autres pays, le coaching, le développement personnel, et il est à fond là-dedans. Je confirme ce que tu dis, Ben, et ça, c'est l'œuvre d'un certain Brad Faxon, qui a priori ne devait être que son coaching son coach de putting depuis un an. En fait, Brad Faxon l'aide énormément sur l'approche mentale, mais au sens très très large du terme, de son golf, de sa carrière et même de sa vie depuis un an. Ils ont beaucoup de discussions ensemble, et apparemment, c'est même pas apparemment, c'est sûr, Brad Faxon l'aide vraiment à ce niveau-là, et avoir les résultats récents depuis en tout cas le début de l'année, avoir la forme golfique que Rory affiche depuis ce début d'année, et évidemment après cette victoire aux Players qui était
était essentiel voilà pour confirmer tout ça. Voilà, on a évidemment qu'une envie, c'est de le voir gagner ici. Enfin, ouais, c'est vrai que tout le monde, on a l'impression que tout le monde, Rory est très apprécié, que ce soit par le public et les joueurs, et même John Ram a déclaré qu'il n'avait jamais vu Rory jouer aussi bien depuis tant d'années. Moi, il y a juste un truc qui me fait peur dans ce nouveau Rory. J'étais absolument convaincu qu'il avait complètement changé, qu'il était beaucoup plus zen et surtout détaché du résultat. Et puis, il y a eu cette défaite contre Tiger Woods en quart de finale des mondiaux de match-play il y a 2 semaines. Et avec un coup de pitching wedge au plus mauvais moment. Ouais, bon, ça, à la limite, il a perdu. Bon, contre Woods, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est le fait de l'avoir vu quitter le parcours en furie, sans passer par les médias et fuir un peu cet endroit et fuir cette déception de cette façon-là. Je me dis que l'ancien Rory qui est très attaché au résultat et un peu à fleur de peau quand ça se passe mal, il est toujours là. Je suis d'accord avec toi Ben, mais il s'en cache pas en fait. Il s'en est pas vraiment caché lors de sa longue conférence de presse de mardi. Et il se cache pas du fait que évidemment c'est un travail, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Et il dit ouais, c'est un vrai travail de fond que j'ai à mener. En gros, il dit je suis sur la bonne voie, quoi. Voilà. J'ai trouvé une formule qui m'intéresse et qui me parle et qui me plaît et qui amène des résultats. Évidemment qu'il va y avoir encore quelques petites accroches, quelques petites anicroches ici ou là, dont évidemment tu viens de souligner le match play. Ça en fait certainement partie, cette façon de partir furibard du parcours. Et bon, voilà, ça fait partie du jeu. Mais moi j'aime bien le discours et j'aime bien la globalité, le fond en fait, j'ai envie de dire. Et puis après c'est un champion, hein, de toute façon ils sont tous là pour gagner et on le sait tous, même à notre petit niveau, une défaite en match-play ça fait toujours du mal, et surtout face à Tiger Woods, c'était quand même la première fois que les deux hommes se rencontraient, hein, Benjamin, donc forcément ça marque. Justement, merci pour la transition idéale. Woods vainqueur de McIlroy, Martin, le Woods aussi déterminé et serein. Oui, déterminé, oui, évidemment. De là à en faire on va encore me traiter de Woods sceptique ou je ne sais quoi, pour contrer ce genre de commentaires, et je sais qu'Arnaud tu en fais partie, donc voilà. Mais je l'ai regardé swinguer, je l'ai regardé taper les balles hier, et c'est une vraie symphonie, et c'est tellement agréable de le voir plus faire des swings de golf, mais de le voir créer des coups de golf, et j'ai retrouvé un peu il a fait les 9 trajectoires de 2010. Et il a fait les 15 trajectoires, parce que lui il en a plus que 9. Il en a dans tous les sens. Mais non, on le sent bien, on le sent dans son jeu, on le sent en rythme, on le sent en tempo. Alors voilà, évidemment, mettre de côté Woods à Augusta, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, mais la concurrence est tellement dense. Pourquoi il joue pas le concours de par 3, Martin? Est-ce que tu sais? C'est une bonne question. Je me suis rendu compte ce matin qu'il n'était pas sur la feuille, mais je sais pas. Et peut-être pour se préserver. Pour se préserver, hein, c'est ce qu'il a dit. Se préserve physiquement, comme il l'a très très bien fait, en ne jouant pas l'Arnold Palmer, en ne jouant pas tout ce qui était le Florida Swing, pour se rendre compte que et lui non plus s'en cache pas. Hein. Il a bien dit encore une fois dans sa conf de presse qui était un peu so-so, j'ai envie de dire, un peu moyenne. Il s'est pas caché du fait que voilà, il peut plus s'entraîner autant, il a des douleurs ici ou là, il faut qu'il se ménage, j'ai envie de dire, et il se ménage pour ces rendez-vous-là, pour ce rendez-vous-là qu'est Augusta, et c'est un peu ça le revers de la médaille, c'est, j'ai envie de dire, il faut que toutes les planètes soient alignées cette semaine, et le souci c'est que il a eu 43 ans, c'est dingue, ça fait 15 ans qu'il a pas gagné là-bas, si je dis pas de bêtises, c'est 2004 sa dernière victoire. 2004 c'était un gaucher. Ah, Phil Mickelson. non, mais c'est dingue de se dire que Woods s'y à l'aise là-bas. Et même lui est assez étonné. Je crois que c'est dans le papier que tu as mis en ligne, Martin. Il était assez étonné. Enfin, lui-même, il pensait avoir plus de victoires, notamment en majeur, parce qu'il n'a plus gagné en majeur depuis 2008 l'US Open. Même lui, il pensait en recaler une ou deux d'ici là. Mais en fait, après c'est un peu comme... C'est un peu comme Nadal en tennis, hein, qui paye la facture de son jeu. Woods, là, il est en train de payer tous ses excès, ses entraînements de Marines, et pour le reste, c'est sûr qu'il le dit il voudrait travailler plus, il peut pas, il n'a plus les moyens, et forcément, il est plus au-dessus des autres. On verra si ça suffira pour Augusta. Après, Martin, Brooks Koepka vous titille dans ce champ de joueurs.
Alors, il me titille, mais pas pour les bonnes raisons. Je m'étais pas forcément rendu compte de ça quand je l'avais croisé au Saudi International, mais Kopka a maigri. Et il a fait un gros régime depuis la fin de l'année dernière. Et c'est le même l'objet d'une assez vive polémique depuis hier, depuis mardi. C'est pour faire la couve apparemment, c'est pour faire la couve de Ouais, alors, c'est pas confirmé encore, mais c'est la rumeur. Confirmé. C'est la grosse rumeur qu'a répandu Brandon Chambly, pour pas le citer, puisqu'il est souvent à la base de moments un peu chauds entre les joueurs et avec ses commentaires qui sont souvent très justes, mais parfois un peu à l'emporte-pièce, mais là, donc a priori, lui, il est à peu près sûr de son coup. Kopka aurait voulu perdre du poids pour être beau gosse sur la prochaine couve d'un magazine de Sports Illustrated, en fait, qui est un des gros magazines de sport made in USA, qui lui aurait demandé de faire cette couverture là en mode athlète, et donc il fallait qu'il maigrisse un peu et qu'il soit fit pour ça. Bon, c'est un peu Oui, étonnant. Chambly parle de sabordage, de sabordage, Ouais. parce qu'avec autant de perte de masse, quand on change son corps comme ça, forcément le swing il change, les sensations peuvent changer. Je crois que Faldo avait fait cette erreur à une époque et c'était particulièrement musclé autour des années 80, au milieu des années 90. Johnny Miller aussi avait fait la même erreur. Quand on Aucun change. disque que Rory McIlroy a fait un peu la même erreur. Oh là là, attention, si on repart là-dessus, on va se reprendre 2-3 joueurs sur la tronche. Non, mais là c'est dans l'autre sens. En tout cas, c'est sûr que là c'est en il y aura perte de problème, poids. Perte de poids pour Kopka. Mais Brooks Koepka l'a dit dans son point presse cette semaine qu'il y allait un petit peu fort. C'est ça, Martin, je crois. Qu'il y allait un peu trop fort, qu'il avait un peu perdu de distance, et ça se voit dans ses stats. Il tape un peu moins fort, je mets des gros guillemets dans le un peu moins fort. Il avait de la marge. Mais il y avait un peu de marge, mais c'est sûr que c'est sûr que ce genre de bonshommes qui sont quand même structurés autour d'un swing très physique et avec beaucoup de masse et d'intensité physique autour de ce qu'ils font, perdent beaucoup de poids comme ça assez rapidement, parce que apparemment ça s'est fait depuis genre un peu après la Ryder Cup, depuis octobre-novembre, quelque chose comme ça, jusqu'au début d'année. Et on parle de, je sais plus, 26 ou 27 livres, donc c'est vraiment pas rien, c'est une grosse dizaine de kilos, si je sais à peu près compter encore, mais c'est pas sûr. Un peu plus, ouais. C'est pas rien pour un joueur comme ça, et voilà, donc bon, évidemment pareil, c'est pas un joueur que j'ai envie de mettre de côté, quand même triple vainqueur de majeur depuis sa dernière apparition à Augusta il y a 2 ans, puisqu'on rappelle que l'année dernière il était blessé au poignet, qu'il avait pas pu s'aligner au Masters, que ça l'avait bien énervé, qu'il s'était bien énervé en gagnant l'US Open et le PGA dans la foulée l'an passé. Donc voilà, c'est quand même pas quelqu'un qu'il faut mettre de côté, mais c'est sûr que voilà, ce nouvel équilibre physique pose question. Martin, on a parlé de Rory McIlroy tout à l'heure, mais on sait que les Européens sont chauds en ce début de saison sur la lancée de leur belle Ryder Cup. Ils ont gagné sur le PGA Tour, Molinari et Cazet. Donc les Européens en force plus que jamais. Ouais, plus que jamais, je sais pas, mais c'est pareil, le Masters, c'est quand même un théâtre de belles victoires européennes récentes en plus, et de grosses performances européennes récentes, et tu parlais évidemment de Paul Casey et de Francesco Molinari qui ont tous les deux remporté des tournois du PGA Tour, et pas n'importe lesquels, il y a à peine quelques semaines de ça, mais moi j'ai envie de souligner les grandes chances d'un certain Justin Rose, qui tourne autour du pot ici depuis quelques années, qui a perdu en playoff face à Sergio Garcia il y a 2 ans, qui était encore dans le coup il y a pas si longtemps que ça. C'est un joueur qui est taillé pour Augusta, qui tape relativement loin, qui a une précision, qui a une solide précision fer en main pour aller toucher les greens. On sait que c'est une des grosses stats essentielles pour performer et surtout pour gagner à Augusta. Et voilà. Et il a déjà gagné en majeur aussi et aux Jeux Olympiques. Il sait jouer sous pression extrême. C'est quand même c'est quand même l'un des numéros 1 mondiaux actuels, j'ai envie de dire, puisqu'on se fait un peu des ping-pong entre lui, Dustin Johnson et Koepka, mais voilà, c'est pareil, c'est pas un bonhomme qu'il faut oublier. Et ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que il passe presque un peu sous les radars, je trouve, dans les différents points. On est habitué de le voir, peut-être. Il est tout le temps là. Voilà. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est ici si tu arrives à éluder un peu la pression d'avant Master, c'est que tu peux te préparer un peu entre guillemets sous les radars et un peu plus tranquillement.
mine de rien, t'économises le brin d'énergie qui peut faire la différence le dimanche. Donc, surtout avec un parcours qui risque d'être encore un petit peu humide au moins peut-être sur le premier et peut-être le deuxième tour, ça peut avoir sa petite micro-incidence. Donc, moi, Rose, je le garde vraiment dans un coin de ma tête et surtout, je le garde du coin de l'œil grave. Il est numéro 1 mondial, hein. C'est pas un scoop non plus, Martin, hein. C'est pas non plus le scoop du siècle. Ouais, mais voilà, mais quand même, Mais on a parlé de Rory en premier, c'est vrai, on parle beaucoup. Voilà, on a parlé de 3-4 autres joueurs avant avant Justin Rose. Ouais, Paul Cazé aussi revient pas mal dans pas mal de bouches. Fleetwood, qui est 5e au Players. Aussi, Molinari, tous ces gars-là, ils font un peu plus de bruit médiatique que dans Ferros. J'avoue que j'ai pas vu énormément de papiers autour de lui. Je trouve ça assez étonnant, tant mieux pour lui. Pas de bruit non plus beaucoup sur Dustin Johnson, messieurs. Il n'est pas tombé dans les escaliers pour l'instant. Ouais, l'ex numéro 1 mondial, qui vient de perdre sa place la semaine dernière. Son fade compliqué à Augusta, Benjamin. Je suis pas sûr que Est-ce que faudrait faire on pourrait faire des articles entiers sur l'incidence du fade ou du draw. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de gauchers gagner, etc. Mais je pense que Dustin Johnson, il n'a pas besoin de ça quand on sait porter la balle aussi loin. Il peut même prendre un bois 3 et faire un draw magnifique avec. Ça, je l'ai vu faire pendant des dizaines de minutes entières au practice. Il manie très bien le draw et il n'a pas besoin du driver pour le faire. Donc je pense pas que ça lui pose souci parce que je pense qu'il finira par gagner d'autres majeurs et ça va très vite venir. Moi, il m'a juste fait mourir de rire avec sa déclasse sur sa façon de s'alimenter. De s'alimenter pour rebondir sur ce qu'avait dit Brooks Koepka qui comptait les calories, puisque Brooks Koepka aurait besoin de 1800 calories par jour, pas plus. Et un journaliste lui a demandé combien de calories il ingurgitait par jour. Et Dustin Johnson, il a juste dit moi je mange jusqu'à ce que je n'ai plus faim. Ouais. Un peu à la Forrest Gump. Voilà. Et avec une mentalité pareille, aussi détachée, je pense qu'il peut. Et puis un jeu aussi bien réglé, je pense qu'il peut lui arriver que de bonnes choses, quoi, même à Augusta. Martin, un mot sur Dustin ? Non, Ben a plus ou moins tout dit. Ouais, c'est toujours. Moi, avec Dustin Johnson, ce qui me fascine toujours, c'est ce côté, un peu totalement détaché de ce qui se passe autour de lui, comme s'il se passait rien dans sa tronche. Louravi, comme on dit. C'est Forrest Gump. Enfin, c'est un compliment. C'est un compliment. C'est sûr que ça peut être vu des deux côtés de la pièce, mais vu comme ça, moi, je le verrais plutôt comme un énorme compliment. C'est le côté complètement détaché de ce qu'il fait. C'est limite affligeant des fois de se dire mais il se passe rien dans sa tronche ou alors il se passe tout ou alors il a tout compris, je sais pas, mais voilà. Mais ouais, en préambule du Masters, pareil, c'est pas quelqu'un qui fait énormément de vagues. Il y a pas, à part cette petite déclaration rigolote sur cette histoire de régime, il s'est pas passé grand chose dans sa conf de presse. On le voit dérouler ses routines d'entraînement tranquillement. Voilà, on va taper ses grands coups très très hauts qui arrêtent les balles de façon merveilleuse, et ça, c'est sûr qu'Augusta, quand on tape fort et quand on tape très très haut, forcément on a une arbalète et une palette de coups qui est un peu plus grande que les autres, et ça joue. Moi, c'est plutôt autour des greens et sur les greens que ça va se jouer. Moi, c'est le seul bémol dans le jeu de Dustin Johnson, s'il devait en avoir un, serait plutôt son putting. Moi, je suis un peu le matériel de golf. Je le vois changer de putter, j'ai l'impression, tous les 15 jours. Passer de la lame Scotty Cameron au maillet TaylorMade, je sais pas si on peut trouver un équivalent au tennis sur la taille de tamis ou toute chose comme ça. C'est comme si on voyait Federer changer de taille de tamis tous les 3 tournois. Alors il change aussi selon son feeling et selon le type de green, mais le voir sans arrêt changer de matériel, c'est pas une bonne indication. Ouais. Mais surtout quand on arrive à Augusta où le putting est quand même crucial. Messieurs, est-ce que je suis le seul à croire dans les chances de Jordan Spieth ? 5 participations à Augusta en tant que pro, une fois premier, 2 fois deuxième, une fois troisième, 11e pour son plus mauvais résultat. Toujours dans le coup à Augusta, Jordan Spieth, mais pas cette année. Ouais, j'ai vu Guillaume Biojo, j'ai croisé Guillaume Biojo ce week-end. Le déclic est pas loin. Enfin, Guillaume Biojo, on le rappelle, qui est responsable d'Altus Performance proche Europe, du coach de Jordan Spieth, qui travaille avec Cameron McCormick, le coach de Spieth. Donc allez-y. Voilà, donc Jordan Spieth est à la recherche d'un déclic mental, en fait. Je pense que le jeu et le putting, on sait, il s'est enfoui en lui. Faut juste que ça ressorte. Il y a eu quelques chips boités le week-end dernier sur son tournoi au PGA Tour. Évidemment, pas de victoire. On peut pas encore parler de déclic, mais c'est vrai que du coup, il y a quelques bookmakers qui se
qui se sont réveillés pour le Masters parce qu'il est aussi également, avec un petit jeu pareil taillé pour Augusta. Il a déjà gagné là-bas, fait des deuxièmes places. C'est toujours intéressant. Je pense que c'est encore un peu tôt et Guillaume Bugeaud nous l'a confirmé. C'est encore trop tôt, je pense, pour Augusta 2019 pour Jordan Spieth. Martin, un mot sur Jordan ou sur un autre joueur? Ouais, évidemment, statistiquement parlant, tu peux pas le mettre de côté. C'est le joueur le plus performant depuis 4-5 ans, depuis en tout cas les 4 derniers Masters ici à Augusta. C'est indéniable. Moi, le gros souci que je vois chez Jordan Spieth, au-delà du fait que, et d'ailleurs c'est Guillaume qui nous l'avait révélé, qu'il a eu une mononucléose l'an dernier, voilà, qu'il a pas mal handicapé physiquement, et voilà, et donc évidemment toute la spirale négative des résultats qui viennent pas, de on cherche un peu trop, etc., etc. Et moi, ce qui me gêne beaucoup à le voir taper des balles, c'est que c'était quand même un joueur qui était un vrai créatif, c'était un artiste, voilà, c'était quelqu'un qui faisait pas des swings de golf, c'était quelqu'un qui tapait des coups de golf, c'était pas un joueur c'était un genre de feeling, c'était quelqu'un qui parle beaucoup à ses balles, qui vit son golf vraiment, et là au practice on le voit chercher quelque chose, on le voit chercher une réponse technique à ses problèmes de score, à ses problèmes de résultats, et je sais pas si c'est, je me pose la question chez ce type de joueur-là, si c'est tant que ça un bon signe. Voilà, quand on cherche techniquement un peu trop quelque chose, alors qu'on est un joueur de feeling, de créativité, comme lui, je sais pas si c'est très bon signe. Donc ouais, pareil, j'avais tendance à le Ouais, à mettre un point d'interrogation autour de lui. Je pense que c'est un peu tôt pour Jordan Spieth. À la limite, le seul truc, c'est qu'il est 33e mondial et que, si je dis pas de bêtises, ça fait un paquet de temps, genre une décennie, qu'un joueur du top 10 mondial n'a pas gagné, un membre du top 10 actuel du top 10 mondial n'a pas gagné à Augusta. Donc, mais je crois qu'il y a pas un joueur sur les genre 10 ou 15 dernières années, je crois qu'il n'y a pas un joueur qui a gagné à Augusta qui n'était pas membre du top 25 mondial avant de le gagner. Donc c'est sûr que cette petite stat-là, elle le met évidemment un peu de côté. Oui, c'est vrai que c'est pas plus incongru que de voir Garcia gagner il y a 2 ans. Ou Danny Willett. Surtout Garcia, c'est un super joueur qui tournait autour du pot, qui est toujours pas loin du top 10 mondial, qui est un joueur fantastique. Mais c'est pas sur lui qu'on aurait mis une pièce, et c'était sous le cas de Molinari au British. Martin, vous pouvez répéter votre stat là sur les 10-15 dernières années? On n'a pas très bien compris s'il fallait être dans le top 25 ou en dehors du top 25. Non, c'est justement, il fallait être dans le top 25. Si t'es pas dans le top 25, mais pas dans le top 10. D'accord. Mais en tout cas, pas récemment, pas forcément dans le top 10. En gros, si t'es pas dans les 25 mondiaux, t'as pas énormément de chances de t'imposer au Masters. En gros, il y a que des grands joueurs, des grands joueurs qui gagnent le Masters, mais pas forcément le top 5 mondial, visiblement. Ouais. C'est ça. Pour terminer, Martin, le tenant du titre, Patrick Reed, a à nouveau été interrogé évidemment sur ses problèmes familiaux. Est-ce qu'on en parle dans la presse locale? Alors, il n'a pas été interrogé sur ça pendant sa conf de presse du Masters. Il a été interrogé par Steve DiMeglio du New York Times, qui a fait un papier en amont du Masters et qui lui a demandé s'il craignait que sa belle famille ou que sa famille tout court à lui débarque au Masters, et apparemment c'est quelque chose qui craint. C'est quelque chose qui craint, et apparemment c'est toujours un peu tendu. C'est toujours un peu tendu à ce niveau-là pour lui, mais bon, non, c'est un peu un épiphénomène, je crois, pour moi, ça. De toute façon, Reed, des ennemis, il en a un petit peu partout, que ce soit dans le public, chez les joueurs ou même dans sa propre famille. Donc, évidemment, ça l'empêche pas de bien jouer au golf et de gagner les majeurs et des matchs. Donc, non, clairement, ils s'en carquent. Ils sont nourris même. Allez, pour terminer, avant de passer à la fantaisie de Rémi Rivière, vous savez, messieurs, mon moment préféré, c'est le moment des pronostics. Donc, qui pour la veste verte dimanche, Benjamin? Je reste sur Rory, même si, comme je vous dis, sa petite défaite face à Woods et son attitude après match m'a un peu refroidi, mais on reste sur Rory pour la gagne. Ouais. Martin? Moi, je suis entre Rory et Rose, et mon gros pari, ce serait un Tony Finau, un mec que j'aime beaucoup ici et qui est un jeu qui est taillé pour ce genre de parcours. Et là, c'est mon petit pari de Tsuma, mais Rose et Rory en numéro 1, ça c'est sûr. Et moi je dis Jordan Spieth, c'est toujours le cœur qui parle. Pas de Tiger. Justement, j'allais y venir. Et Tiger alors, il fait quoi? Il est dans le coup ou pas dimanche, Martin?
J'aimerais beaucoup qu'il soit dans le coup, et je pense que objectivement vu la forme qu'il montre depuis quelques mois, et vu physiquement comment il se ménage et comment il se comprend un peu mieux, surtout c'est ça qui est très intéressant. Je pense qu'il peut jouer quelque chose. Il peut exciter un peu le public. Si Martin Coulon y croit, alors là, Benjamin, Tiger dimanche. Il swing trop bien pour. Ouais. Non, l'année dernière vous n'y croyez pas, Martin. Il swing trop bien pour être en dehors du top 10 à Augusta. Il connaît trop bien les lieux pour être en dehors du top 10 dimanche. Mais je pense que son putting est encore un peu vert avec ces petits changements qu'il est en train d'opérer avec son nouveau coach. Je pense que son putting est encore un peu vert pour le voir gagner. Mais dans le coup dimanche ou pas? Non. D'un 8ème place backdoor. D'accord. Voilà. Ok, moi non plus je le vois pas dans le coup dimanche. Malheureusement, Tiger. Allez, merci Martin, on vous suit toute la semaine à Augusta. Régalez-vous et régalez-nous. Ça marche, allez, à plus tard. Fais-nous rêver Martin. Salut, bien sûr, bye bye. Allez, avant de Ciao. conclure, un petit tour par la fantaisie de Rémi Rivière. Rémi, alors cette semaine, salut Arnaud, salut à tous. Salut, c'est la Masters Week comme on dit. Quelle est votre équipe? Masters Week, du coup, on a pris des champions Arnaud pour cette équipe du Master. On a pas de français cette semaine. Pas de français malheureusement. On a l'habitude d'en mettre, mais cette semaine ça va pas être possible. Donc on a pris en capitaine Justin Rose, dont vous avez beaucoup parlé tout à l'heure. Justin, élément sûr de la Team Europe. Je rappelle, on peut choisir que des joueurs du Tour européen. Donc Justin Rose capitaine. Accompagné de 2 autres anglais, Tommy Fleetwood et Paul Casey. Pour Fleetwood, pas vraiment de surprise. Paul Casey, c'est vrai qu'on en parle un peu moins, mais il est quand même très bon ce début de saison et il a tendance aussi à bien jouer en majeur, donc pourquoi pas. Francesco Molinari, inévitable évidemment, et on l'accompagne d'Henrik Stenson. Faut pas oublier que Stenson qui a fait top 10 l'an dernier au Masters. Oui, l'an dernier. Ouais. Et donc même si effectivement il a pas performé depuis, why not? Et on termine par John Ram. John Ram l'an dernier, très bien placé au Masters. Donc voilà, une équipe de 6 bons joueurs, et puis pourquoi pas espérer. Et un petit point classement, non? Vous l'avez notre. Les sujets qui fâchent, Arnaud. Classement, donc on est 112ème. On a un peu perdu par rapport à la semaine dernière. On perd, mais on bouge pas vraiment. D'accord, et donnez-nous le nom de l'heureux. Et on a le numéro 1 qui se nomme François Huchet, nouveau leader de notre team fantasy. On salue François. Merci Rémi, merci Benjamin d'avoir participé à l'animation de ce podcast. On se retrouvera tout au long de la semaine sur l'équipe.fr et évidemment avec Jean-Philippe Rodenburger à ce micro. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Rémi Rivière, évidemment, à la réalisation. À bientôt. Ciao, ciao. Swing, le podcast de l'équipe et Journal du Golf.